Ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le revoir a posteriori ou le partager, et puis vous aurez accès au diaporama également. Donc, ce webinaire est dédié à la thématique nature en ville et santé. Donc, c'est un sujet sur lequel Plantécité travaille depuis plusieurs années maintenant. Et nous avons, en tout début d'année, partagé de derniers résultats et notamment une synthèse pour accompagner les professionnels à concevoir, entretenir des espaces de nature en ville favorables à la santé. Donc, autrement dit, d'avoir le prisme de la santé dans les projets. Et donc, je vais laisser la parole à ma collègue Pauline Lahy qui va justement reposer les bases des résultats et de l'étude qui a été menée sur cette thématique. Donc, Pauline, je te laisse la parole. Merci Ludovic. Avant de commencer, je voudrais préciser que je présente aujourd'hui le travail de Alice Meyer-Grand-Bastien, qui a beaucoup contribué aux travaux de Plantécité sur le lien entre nature et santé, et qui a contribué à concevoir ce webinaire. Ludovic vous l'a dit, Plantécité mène depuis un moment maintenant, depuis 2010, des études sur les bienfaits du végétal en ville. Les premières synthèses des revues de littérature qui incluaient la santé humaine ont été réalisées par notre équipe en 2013 et 2017, en tenant compte à chaque fois des 3 dimensions de la santé telles que définies par l'OMS, donc la santé physique, la santé mentale et la santé sociale. La bibliographie internationale indique qu'il existe de nombreuses preuves scientifiques des effets bénéfiques des espaces de nature en ville sur la santé humaine. Ce qu'on relève historiquement, c'est que les recherches se sont d'abord attachées à démontrer ces effets, et aujourd'hui, elles tendent plutôt à les spécifier, c'est-à-dire à comprendre comment les caractéristiques spécifiques de ces espaces et les caractéristiques des personnes entrent en interaction pour permettre l'établissement d'une relation thérapeutique, donc une relation qui permet le soin, la prévention et la construction de la santé. Donc dans la continuité de ces travaux internationaux, Plantécité et ses partenaires ont initié en 2018 un travail de recherche pour approfondir l'étude du potentiel des espaces de nature en ville pour la santé des habitants, en particulier la santé mentale. Ce travail a été mené dans le cadre d'une thèse de doctorat en psychologie réalisée par Bastien Vajou, que vous voyez à l'écran, en partenariat avec l'Université d'Angers, l'Institut de recherche en horticulture et semences, IRHS, et financé par l'interprofession française de l'horticulture, de la floristerie, du paysage Valor, ainsi que le Conseil international biodiversité et immobilier, le CIBI. Le but de ce travail de recherche, ça n'était pas de redémontrer les liens entre espaces de nature et santé, mais c'était d'approfondir en étudiant notamment comment les caractéristiques psychologiques des personnes et les caractéristiques du paysage peuvent avoir une influence sur la construction d'une expérience de nature favorable à la santé mentale. Donc, la réalisation de ce doctorat s'est appuyée sur un travail de synthèse des connaissances scientifiques concernant les effets bénéfiques des espaces de nature en ville sur la santé physique, mentale et sociale des habitants, avec bien sûr pour angle d'analyse principale la santé mentale. Pour restituer ce travail de synthèse, Plantécité a publié l'an dernier, 2021, le document que vous voyez là à l'écran, qui se présente comme un recueil de 6 fiches. Les 4 premières présentent et approfondissent les bénéfices des espaces de nature en ville sur différents aspects de la santé mentale, qui sont détaillés, donc le stress et l'anxiété, la dépression, la restauration intentionnelle et le déficit de nature. 2 fiches complémentaires proposent une synthèse des effets bénéfiques sur la santé physique et la santé sociale. Ce recueil vise à informer et sensibiliser les collectivités et les professionnels de la nature en ville, mais aussi à destination des professionnels de santé qui s'interrogent sur la place des espaces de nature dans les établissements de soins. Le recueil donc, a pour objectif de permettre une appréhension globale des effets bénéfiques des espaces de nature en ville sur la santé des habitants, en particulier mentale, et il vise à apporter des arguments et des outils pour mieux préserver et valoriser ces espaces. Donc, ce document a été réalisé par Alice Meyer-Grand-Bastien. Donc, les espaces de nature en ville jouent un rôle important pour l'amélioration de la qualité de vie en ville. Les 3 dernières décennies ont vu une accumulation de travaux scientifiques qui démontrent leurs nombreux effets bénéfiques sur la santé des habitants. Il est ainsi considéré que ces espaces constituent des outils de santé publique prometteurs
et qu'ils font partie des déterminants de santé sur lesquels les politiques publiques peuvent influer. Dans un contexte d'urbanisation croissante, l'enjeu aujourd'hui est d'opérationnaliser, de mettre en pratique ces connaissances scientifiques et d'intégrer la santé humaine au cœur des réflexions à chaque étape de conception et de gestion. Dans cette optique, de nombreuses études menées depuis 10 ans ont cherché à spécifier ces connaissances en identifiant les caractéristiques des espaces de nature qui contribuent à l'établissement des effets bénéfiques sur la santé. Ces études permettent de progresser sur des recommandations opérationnelles pour optimiser les bénéfices en santé. Mais alors, qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à présent? Donc, pour répondre, Plantécité a publié en 2022 un deuxième document, également sous la forme d'un recueil de fiches, également rédigé par Alice Meyer-Gambastien, et qui présente un travail de synthèse des connaissances scientifiques concernant les caractéristiques des espaces de nature qui favorisent ou qui génèrent des effets bénéfiques sur la santé et qui rentrent en interaction dans leur établissement. Ces connaissances sont confrontées aux perceptions et aux préférences des habitants, car il est identifié que ces préférences peuvent agir comme un catalyseur ou un médiateur des effets bénéfiques. Puis sur cette base, chaque fiche propose des leviers d'action. Les fiches de ce recueil présentent ainsi 5 grands domaines d'action sur lesquels il est possible d'agir afin d'optimiser les effets bénéfiques des espaces de nature en ville sur la santé. Donc on va détailler chacun de ces domaines d'action. Le premier qui est présenté dans le document, c'est la question de la disponibilité et de l'accessibilité. Donc, il a été démontré de manière très robuste que la fréquence et la durée d'exposition aux espaces de nature en ville a un impact direct sur les bénéfices. Le premier aspect sur lequel on peut agir, c'est donc s'assurer qu'un maximum d'habitants puissent fréquenter ces espaces régulièrement et facilement. Dans cette optique, il y a des travaux qui se sont intéressés à la disponibilité, c'est-à-dire un indicateur, par exemple, c'est le nombre de mètres carrés d'espace vert public par habitant, et à l'accessibilité, par exemple la proximité des espaces de nature au domicile et leur facilité d'accès pour toutes les catégories d'usagers. Ces travaux ont démontré qu'augmenter la disponibilité des espaces tout en favorisant leur accessibilité à l'échelle d'un territoire permet d'augmenter effectivement leur fréquentation. C'est donc un premier levier d'action pour favoriser ces bénéfices. À titre d'exemple, l'Organisation mondiale pour la santé recommande que les habitants aient accès à un minimum de 12 mètres carrés d'espace de nature situé à moins de 300 mètres ou moins de 5 minutes à pied du domicile. L'objectif, c'est donc d'augmenter la quantité et la taille des espaces de nature au sein d'un territoire urbain, tout en assurant leur répartition équitable entre les différents bassins de vie pour agir au niveau de chaque habitant. Les enjeux principaux sont le foncier et l'aménagement. Faire face à la pression foncière afin d'intégrer une diversité d'espaces, tout en développant au maximum les surfaces et de faciliter les déplacements vers ces espaces, tout en rendant leur accès lisible et confortable. Par exemple, en s'assurant qu'ils soient bien desservis par des transports publics, des pistes cyclables, ou que chaque catégorie d'usagers ait accès à une offre satisfaisante. Notamment, il est important d'améliorer la perception de l'accessibilité par les habitants. En effet, il a été démontré que la distance perçue entre un lieu et le domicile n'est pas systématiquement équivalente à la distance mesurée objectivement. Et cette distance perçue a une influence plus forte sur la fréquentation. La seule présence d'un espace de nature au sein d'un territoire, même un espace vaste et facilement accessible, n'implique pas forcément qu'il sera fréquenté. L'investissement par les habitants nécessite qu'ils puissent y pratiquer différentes activités répondant à leurs besoins, donc que le lieu soit attractif. Optimiser la fréquentation et donc par là les bénéfices sur la santé, ça nécessite également de favoriser la pratique d'une diversité d'activités. L'enjeu, c'est de rendre possible ou de faciliter la pratique d'un maximum d'activités différentes en équilibre au sein d'un même espace, en étant aussi inclusif que possible en fonction des capacités du site, bien entendu. Des études ont identifié que les activités pratiquées au sein d'un espace de nature sont principalement dictées par les équipements mis en place ainsi que l'aménagement de la végétation et des chemins. Donc, favoriser la pratique d'une diversité d'activités au sein des espaces de nature passe donc par la mise en place d'équipements variés, adaptés à tout groupe de population et tous âges, en tenant compte des besoins locaux.
Notamment, il est important d'installer des aires de jeu pour les enfants, des équipements sportifs, des mobiliers qui génèrent des opportunités d'interaction, comme des bancs par exemple. En complément, on peut travailler sur l'aménagement d'un réseau de chemins praticable par tous, à pied, à vélo, avec une poussette, etc., ainsi qu'un mélange de différentes hauteurs et densités de végétation. Il est intéressant en la matière de partir des caractéristiques des usagers et de leurs besoins spécifiques, à partir par exemple d'une enquête permettant de cibler leurs attentes et leurs usages. C'est l'objet par exemple de ce guide, un outil élaboré par l'Institut Agro dans le cadre du plan régional santé-environnement des Pays de la Loire. Le guide détaille une démarche en plusieurs étapes pour caractériser l'offre en espace de nature à l'échelle d'un quartier, les usages que les habitants en font et leur état de santé. Ce diagnostic aboutit à des préconisations d'action par l'aménagement ou la médiation pour amplifier et améliorer les interactions entre les habitants et les espaces de nature, et donc optimiser les effets en santé de ces interactions. Voilà un exemple d'outil. Autre levier donc, qui est détaillé dans le guide de synthèse, les fiches de synthèse, pardon, c'est la question de la biodiversité. Plusieurs études se sont donc intéressées à la quantité et la proximité des espaces de nature en ville, on vient de le voir, et ça a permis de mieux comprendre les facteurs qui influencent la fréquentation. Ça a cependant nécessité des approches complémentaires qui se focalisent sur les caractéristiques environnementales des espaces de nature pour spécifier le lien avec la santé, pour mieux le comprendre. Donc, il a notamment été mis en évidence un lien fort entre les bénéfices sur la santé et la présence de biodiversité. Selon différentes études, la présence d'une diversité d'espèces, notamment végétales, augmente les effets bénéfiques sur la santé mentale, en particulier sur la réduction des troubles dépressifs et sur la restauration de l'attention. La majorité des habitants disent par exemple apprécier et préférer les espaces de nature qui présentent une grande diversité d'espèces végétales. Paradoxalement, on démontre que la plupart des personnes ne sont pas capables d'identifier toutes les différentes espèces qui sont présentes. Les effets bénéfiques sur la santé mentale seraient donc liés à la diversité d'espèces perçues plutôt que la diversité d'espèces effectives, soit ce qu'on pense être présent. Et selon d'autres études encore, les habitants perçoivent les espaces de nature comme une ambiance végétale globale, appréhendée à travers des caractéristiques plus générales. La perception et l'appréciation de la biodiversité est ainsi notamment induite par les variations de forme et de hauteur de la végétation. Il semblerait également que ce soit la diversité de couleurs et non la diversité d'espèces qui est perçue et appréciée. Donc, augmenter la diversité d'espèces végétales, c'est donc un troisième levier d'action pour optimiser les effets bénéfiques des espaces de nature en ville sur la santé mentale. Donc, il s'agit moins d'augmenter la diversité d'espèces en soi, mais plutôt d'augmenter la présence d'espèces de différentes formes, hauteurs et couleurs. De manière assez globale, l'enjeu, c'est de planter une variété de végétaux afin d'obtenir un mélange de différentes strates, boisement, massifs arbustifs, étendues herbacées, tout en accentuant par la gestion les différences de forme et de hauteur entre les trois strates végétales. En complément, une grande partie des études recensées mettent en avant la forte influence et le rôle spécifique des arbres et de l'eau. Aménager des espaces de nature composés de nombreux arbres et de différentes formes, on l'a vu, ainsi que de nombreuses zones d'eau, constitue un quatrième levier d'action important pour optimiser les effets sur la santé. Les bénéfices portent notamment sur la réduction des troubles respiratoires, du stress et de l'anxiété. En plus, la présence combinée d'arbres et d'eau participe au service de réduction des îlots de chaleur urbains qui est fourni par ces espaces, ce qui accentue la réduction des maladies cardiovasculaires et ça favorise également la pratique d'activités sportives. Une attention est à porter sur le choix d'espèces d'arbres à fort potentiel de captation de polluants et de carbone atmosphérique. Une densité arborée qui est mal intégrée pourrait être délétère sur la santé mentale en créant par exemple des zones fermées et sombres qui pourraient engendrer un sentiment d'insécurité ou d'anxiété. L'enjeu est donc de disposer les arbres de manière à obtenir une canopée de densité modérée pour permettre une certaine luminosité et le maintien de la visibilité. Concernant les zones en eau, il a été mis en évidence que les habitants préfèrent les étendues d'eau perçues comme étant naturelles, par exemple sous forme d'étangs ou de rivières avec des berges végétalisées, par rapport à celles avec une dominante plus urbaine, comme des fontaines.
Les larges étendues d'eau sont également appréciées, notamment si les berges sont accessibles et équipées de mobilier de pause. Et pour finir, il est démontré que les pratiques de gestion mises en œuvre dans les espaces de nature peuvent aussi avoir une influence et être un levier d'action pour optimiser les effets sur la santé. Donc, il a été montré que la mise en place d'une gestion extensive renforce les effets bénéfiques sur la santé, c'est-à-dire une gestion visant à exploiter l'espace sans le détériorer et qui permet le maintien de ses caractéristiques naturelles, voire d'augmenter sa naturalité. Par exemple, permettre le développement d'une végétation spontanée ou d'une végétation herbacée haute et notamment de prairies fleuries. Les bénéfices sont surtout sur la santé mentale, en particulier la dépression et le déficit de nature, mais aussi physique et sociale, en entraînant un sentiment accru de liberté d'usage et d'appropriation de l'espace, ce qui augmente la pratique d'activités sportives ainsi que les interactions sociales. Donc, la perception des pratiques de gestion a bien évolué depuis ces 30 dernières années. Des pratiques comme la gestion différenciée sont aujourd'hui de plus en plus répandues, acceptées et même appréciées. Elles peuvent quand même encore générer des critiques et des incompréhensions de la part de certains habitants. Mais des études ont montré que pour ces personnes, ce n'est pas le contrôle total de la végétation qui est attendu, qui est demandé, mais c'est davantage l'absence d'entretien de l'espace qui est rejetée et critiquée. Donc, il est souligné l'importance de systématiquement fournir des preuves bien visibles de l'intervention humaine afin que ces pratiques ne soient pas associées à un abandon de la part des gestionnaires. L'objectif est de montrer aux habitants que la végétation est entretenue et que la naturalité de l'espace est délibérée. La tonte différenciée est par exemple conseillée, c'est-à-dire tondre une bande d'au moins 50 cm en bordure des zones laissées en prairies fleuries, et notamment le long des sentiers. Par ailleurs, c'est l'acceptation de pratiques de gestion. Cela peut être de pratiques de gestion extensive, peut être favorisée par une communication claire des intérêts écologiques qui sont associés à ce mode de gestion, en particulier pour la biodiversité. L'enjeu est donc également d'accompagner la mise en place de ces pratiques par un travail de sensibilisation. Donc, voici la couverture du document qui vous présente tous ces éléments et qui présente tout ce panel d'actions qui peuvent être mises en place à différentes échelles pour optimiser les effets bénéfiques des espaces de nature en ville sur la santé. L'enjeu global serait de créer une vision à long terme, de considérer ces espaces comme un investissement pour la santé publique. Ce document a pour objectif d'apporter des outils pour accompagner les paysagistes concepteurs, les entreprises du paysage et les gestionnaires qui souhaitent concevoir et entretenir des espaces de nature qui soient le plus favorables possible à la du temps. Dans le document, vous retrouverez des chiffres clés, des exemples et puis la bibliographie aussi qui a servi à élaborer ces conclusions. Voici un récapitulatif des ressources disponibles à Plantécité sur le thème nature en ville et santé. Donc, vous pourrez retrouver toutes ces informations dans le replay, le support de présentation qui vous seront transmis. Aujourd'hui, je vous ai parlé donc des 2 recueils de fiches réalisés par Alice Meyer-Gambastien. Il faut noter que ces 2 synthèses représentent chacune un état de l'art des connaissances scientifiques à un moment donné. Donc, ces connaissances vont évidemment évoluer, s'enrichir et se préciser à l'avenir. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on peut répondre à vos questions. Merci Pauline. Je suis juste en train de partager le lien vers la vidéo dans le chat. Alors, vous avez pu le voir, j'ai partagé quelques liens, vous avez pu voir passer dans le chat. Dans tous les cas, le diaporama, comme le disait Pauline, reprend ces liens. Donc, quand vous le recevrez, vous pourrez aller reconsulter toutes ces informations. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est très, très dense en informations sur un sujet finalement complexe quand on met ensemble les questions de santé et puis de paysage. Donc là, en fait, on démarre la communication sur ce sujet. Donc, Plantécité met à disposition
les ressources. Et l'idée, c'est de s'approprier effectivement ces contenus. Donc là, la synthèse donc, est parue en début de printemps, ce webinaire. Et bien évidemment, il y aura aussi des communications. On envisage une journée technique sur ce sujet, donc qui sera probablement plutôt en 2023 maintenant, et normalement à Rouen. Donc ça, on vous tiendra informé. Je tenais à citer aussi le congrès Ortis. Je salue les membres Ortis d'ailleurs qui sont participants à ce webinaire. Donc le congrès Ortis, donc les responsables de Nature en Ville, qui se tiendra les 13 et 14 octobre à Rouen sur le sujet nature, effort, réconfort, donc où il sera question aussi de ces sujets et avec des partages d'expériences de collectivités et l'intervention d'experts. Donc ça, vous pouvez le noter. Et d'ailleurs, je pourrais peut-être vous partager le lien. Je vais le faire de suite. Comme ça, vous aurez l'information. Et c'est fait. Voilà. Alors, je regarde le module questions-réponses et je vois donc Claude Lefebvre. Hein, j'ai donc relayé le congrès Ortis. Une question de François Colson que nous saluons. Avez-vous développé des études sur les allergies des espaces naturels et la santé? Alors, Pauline, je te laisse apporter un petit complément pour cette question. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Quid des allergies, notamment les pollens dans l'atmosphère, donc allergies respiratoires. Plantécité n'a pas travaillé directement sur la question. Il existe déjà quelques référentiels qui sont dans la documentation. Vous pouvez retrouver sur Internet et puis sur le centre de ressources de Plantécité. Il existe des listes de végétaux allergènes dont on peut tenir compte dans la conception des aménagements. Et puis aussi une question de recherche qui a des réponses plus ou moins formelles aujourd'hui, à savoir est-ce que ce sont les plantations réellement en milieu urbain qui affectent la quantité de pollen dans l'atmosphère, puisqu'on sait que les pollens portés par le vent peuvent provenir de plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Donc, pour les personnes allergiques au bouleau, est-ce que c'est le bouleau que vous avez à côté de chez vous qui va effectivement déclencher vos allergies, ou bien ceux qui vont se trouver dans les espaces naturels boisés environnants? Là, les premiers résultats portent à comprendre à penser que les plantations urbaines n'ont pas tellement d'impact que ça sur la quantité atmosphérique de pollen. Par contre, pour une personne allergique au bouleau, pour conserver cet exemple, ça ne sera pas agréable de voir des bouleaux plantés, plantés près de son domicile. Donc, il faut en tenir compte sur un effet autant respiratoire que aussi psychologique et la représentation que les personnes ont des espaces. On peut signaler que la dernière publication papier de Plantécité de la collection Esperluette, donc en 2021, était sur le thème nature en ville et santé. Et il y a dedans un article sur la question des allergies qui reprend la ressource du RNSA, du Réseau national de surveillance de l'air ou des allergies. Excusez-moi, je ne me souviens plus bien du cycle, mais donc c'est bien ça, RNSA, pour retrouver la liste des végétaux allergènes. Merci Pauline. Je suis en train de partager dans le chat le lien vers cette publication. Voilà, vous avez le lien sur la publication Esperluette, associé santé et espace de nature. Donc, je vais privilégier les questions du module QR dans un premier temps. J'ai vu qu'il y avait des réactions aussi dans le chat. Donc, je vous rappelle que effectivement, vous recevrez un lien avec le replay vers la vidéo replay du webinaire, vers le support de présentation.
que les synthèses qui ont été citées par Pauline ne sont pas au format papier, enfin, on les a pas éditées, elles sont téléchargeables sur le site de Plantécité, excepté la publication Esperluette qui, elle, est une collection papier de Plantécité. Mais voilà, si vous voulez accéder à ces documents, il faut vous rendre sur le site de Plantécité sur les liens indiqués et les télécharger. Alors, je reviens à nos questions-réponses. Donc, je vous invite à continuer à les poser. Si nous avons un peu de temps, on pourra peut-être donner la parole à certaines personnes. Donc, une question de Mélanie Eck. Comment prenez-vous en compte la saisonnalité dans les bénéfices des espaces naturels pour la santé mentale, avec des espèces moins foisonnantes en hiver, durée des personnes en extérieur limitée, etc. Est-ce que tu sais, Pauline, si cette spécificité des saisons a été prise en compte? Alors là, il n'y a que des éléments de réponse pour l'instant parce que cette question, elle se situe un petit peu à la frange de la recherche aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un petit peu c'est adressé dans certains travaux, mais ils ne sont pas très nombreux. Ce qu'on commence à montrer, c'est qu'il y a dans les bénéfices associés à la présence de nature, il y a l'ancrage dans un territoire, l'ancrage dans le temps, le fait que les variations du paysage au fil des saisons vont permettre justement de marquer différentes ambiances et le passage du temps, ce qui va pouvoir être autant susceptible à un ancrage pour les personnes qui ont grandi qui ont évolué toute leur vie dans un même contexte, et autant susceptible d'un dépaysement pour des personnes qui seraient peut-être plus rendues vulnérables suite à une émigration forcée, par exemple. C'est des choses qui ont été étudiées au Canada. De mémoire, on voyait que les demandeurs d'asile, par exemple, avaient des difficultés à s'adapter à leur environnement en raison notamment d'une succession de saisons qui ne leur étaient pas familières. Ensuite, c'est sûr que la succession des saisons va rythmer aussi l'usage qu'on fait des espaces de nature. On va moins pratiquer d'activités en extérieur durant la période hivernale. Ça a pu être quantifié, puis c'est assez intuitif aussi. Malgré tout, il y a peut-être aussi des dispositions en termes d'aménagement pour permettre, faciliter, favoriser l'usage de ces espaces durant toute l'année. Voilà. Merci, Pauline. Je prends une autre question de Mélanie Eck. Donc là, il est question d'études de l'impact des espaces verts sur la santé. Mais est-ce que dans les liens que tu as partagés là dans les documents, est-ce qu'il y a d'autres études qui évaluent également les co-bénéfices des espaces naturels sur d'autres aspects, réduction de l'effet d'îlot de chaleur, captation de pollution de l'air, ombrage, etc. Est-ce que ça fait écho à d'autres programmes? Alors, elle est intéressante cette question parce que ça montre finalement que l'angle santé, c'est une manière assez transversale d'examiner tous les services rendus par la nature en ville, enfin tous les services écosystémiques de support au fonctionnement de l'environnement, les services de production de matière et d'alimentation, les services culturels vont tous avoir quelque part un effet sur la santé. Donc, vous avez vu là dans les deux documents qu'on vous a présentés, il y a cette entrée quand même qui est plus travaillée de la santé mentale. Donc, c'est surtout ça qu'on a regardé. Mais tout ce qui touche à la réduction des îlots de chaleur, à la captation des polluants, ça peut être retrouvé un peu plus détaillé peut-être dans d'autres documents.
les documents sur les bienfaits du végétal, et puis les travaux qui continuent à sortir sur la capacité de rafraîchissement et de climatisation, notamment de la strate arborée. Et pour ça, on pourrait parler par exemple des travaux de l'ANR Cool Trees qui ont été présentés récemment et qui donnent des exemples en termes de température ressentie, par exemple, de comment les arbres vont permettre d'atténuer les vagues de chaleur dans certaines situations urbaines. Donc là, c'est finalement tout un ensemble de différents travaux qui vont venir construire cette culture commune, on va dire. Merci Pauline. Je suis en train de récupérer le lien vers le projet Cool Trees pour vous le partager dans le chat. Et effectivement, la première synthèse qu'avait faite Plantécité, qui doit remonter à 2013, il me semble, faisait état des impacts de la nature, enfin des bienfaits de la nature en ville, pardon, à la fois sur les aspects humains et aussi sur l'économie et sur l'environnement. Donc, on avait recensé dans cette première synthèse, par rapport aux connaissances scientifiques, tout ce qui était déjà connu sur l'impact de la santé. Donc ça, on pourra vous remettre le lien effectivement vers cette synthèse également. Donc merci Pauline. Je continue. Une demande de précision d'Émilie Chabert par rapport à l'étude qu'a réalisée Bastien. Dans quel contexte urbain a eu lieu cette étude? Je ne sais plus si on avait précisé. Est-ce que tu peux le préciser, Pauline? Dans quel contexte, dans quelle ville et puis dans quel espace? Alors là, il y a, quand vous faites référence dans la question à cette étude, je ne suis pas sûre de quelle étude en question il est question. La thèse de Bastien Vajou s'est déroulée sur le parc de Balzac à Angers, donc un espace à caractéristiques plutôt naturelles, assez vaste, proche du centre-ville. Donc ça, il faut en tenir compte, et sur une population relativement urbaine. Après, ce qui a été présenté aujourd'hui dans la présentation, c'est des résultats de littérature scientifique internationale qui s'intéressent à beaucoup de contextes différents, à la fois grande, moyenne ville, contexte urbain, périurbain. C'est plus rare de voir dans la littérature des études en contexte rural, mais il y en a quand même. Et les études qui s'y intéressent vont dans le même sens que ce qui a été présenté aujourd'hui. Après, il y aurait certainement des nuances à apporter, notamment sur la cohabitation entre les espaces à caractère agricole et à caractère naturel, et la juxtaposition des espaces réellement naturels, toujours avec des guillemets, et des espaces publics végétalisés conçus dans les aires urbanisées. Voilà, donc ça en manque un petit peu de précision, c'est vrai, sur ces questions-là, même si les démonstrations formelles vont dans le sens des mêmes bénéfices. Ouais. On découvre vos questions au fur et à mesure. Je vois une question de François Colson. Donc, est-ce qu'on a des expériences de documents d'information des habitants par les collectivités sur la santé des espaces verts? De tête, j'en ai vu passer quelques-uns, mais c'est vrai qu'on n'a pas rassemblé de manière formelle ces exemples-là. C'est quelque chose qui pourrait remonter à Plantécité. Donc, en tant qu'adhérent, n'hésitez pas à nous interroger sur ce type de questions, s'il y a des types de ressources, de la matière qui vous serait utile. C'est des choses qu'on peut rassembler aussi dans des galeries d'exemples, des retours d'expérience aussi, faire des témoignages sous forme de webinaires, par exemple. Merci Pauline d'avoir pris le relais. Je n'avais pas
Pas de souci, c'est vrai qu'il y a pas mal de réactions. Et j'ai vu qu'il y en avait une autre à laquelle tu voulais répondre d'Émilie Chabert sur une question sur les essences d'arbres euh, à privilégier. Est-ce que dans les fiches actions, il est question d'essence d'arbres Alors, dans le document qui vous a été présenté aujourd'hui, les considérations restent assez générales, parlant de diversité, de formes, de couleurs. Donc, ça permet peut-être pas d'aller sur des listes sur la spécification d'une gamme végétale détaillée pour un projet d'aménagement, par exemple. Par contre, ça peut guider vos explorations, vos investigations dans des outils comme Floriscope, par exemple, pour constituer votre propre liste de végétaux en fonction de critères qui rencontrent un petit peu ce qui a été présenté aujourd'hui. Floriscope, pour rappeler, donc un outil pour connaître et trouver les végétaux pour l'aménagement. Et puis, il y a aussi aujourd'hui plusieurs outils d'aide au choix des essences, notamment d'arbres en contexte de changement climatique. Je vois qu'il y a la question fait état de la captation carbone, par exemple. Il y avait l'outil Arboclimat qui va être vraisemblablement versé dans le domaine public prochainement. Il y a les différentes versions de l'outil Sésame porté par le CEREMA aussi qui permettent de choisir, d'obtenir une liste d'essences, une suggestion d'essences en fonction des souhaits en termes de services rendus. Voilà, donc dans la prochaine publication papier de Plantécité, de la collection Esperluette, le point sera fait sur les outils d'aide au choix des essences. Et puis, c'est un axe de travail aussi très concret pour Plantécité, puisque plusieurs collègues dans l'équipe sont en train de monter des projets pour collecter de l'information sur le végétal. Donc, tout ça devrait se préciser dans les prochaines années. Ouais. Merci, merci Pauline. Alors, ce qui est intéressant par rapport aux questions qu'on peut recevoir, c'est qu'on se rend compte qu'on peut faire du lien à chaque fois avec un projet ou une étude ou un outil. Donc, ça veut bien dire que ce sujet sur lequel on peut prendre du recul sur les pratiques amène à des questions transversales, globales. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une ressource toute récente qu'on a publiée début avril lors de l'Assemblée générale de Plantécité, qui est en fait un recueil de fiches actions pour la prise en compte du végétal et des espaces de nature dans la planification urbaine. Donc la planification qui est un enjeu de départ pour justement faire en sorte que ces questions de santé puissent être prises en compte dans les politiques publiques et après sur le terrain. Donc ça, c'est un guide, je vais vous partager le lien, je vous invite à le télécharger. Je vais le chercher de suite. Et Pauline, si tu as repéré une autre question en attendant. Oui, je vois une question dans le chat sur l'âge du public. L'âge du public a-t-il un effet sur les bénéfices de la végétalisation? Donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on vous parlait plutôt des caractéristiques des espaces de nature qui influencent la santé. Après, il y a dans la littérature, effectivement, les caractéristiques des personnes qui influencent aussi ces effets et notamment qui jouent sur la susceptibilité des différentes catégories d'usagers à ces bénéfices. Il y a certaines populations qui ont été mises en avant comme étant particulièrement sensibles à l'exposition à la nature, donc qui bénéficient encore plus que les autres, si vous voulez, de ces bienfaits, et en particulier vis-à-vis de l'âge, les personnes âgées, les jeunes enfants. On sait que pour les personnes âgées, il y a un enjeu, par exemple, de mobilisation physique, un enjeu de santé mentale, un enjeu de connexion à soi, à son environnement, aux autres personnes qui retrouvent, voilà, qui rendent bénéfique
l'usage des espaces, avec des contraintes, par contre, en termes d'usage, en termes d'accessibilité, en termes d'aménité aussi. Pour les jeunes enfants, on a pu montrer que l'exposition à la nature était déterminante vis-à-vis d'un trouble qui s'appelle le trouble du déficit de nature et qui peut entraîner à l'âge adulte différents désagréments de l'ordre du stress, de l'anxiété, du manque d'empathie, etc. Et ça peut être le fait de ne pas développer ce trouble-là, évidemment favorisé par l'exposition à la nature régulière au cours de l'enfance et puis des habitudes familiales aussi qui vont dans ce sens-là. En termes de segments de population sensibles aux effets de la nature sur la santé, il a été montré aussi que les populations les plus vulnérables, donc les populations qui se trouvent dans une précarité sociale ou économique, sont d'autant plus sensibles. Donc il y aura une priorité d'action peut-être dans des quartiers, par exemple avec de l'habitat vertical dense et peu doté en espace plutôt que dans des zones résidentielles pavillonnaires avec des jardins privés. Donc ça paraît assez évident, mais voilà, ça a été examiné aussi. Merci, Pauline. Est-ce que tu vois dans le chat une question? Alors, je vois deux réactions qui questionnent sur des exemples et des retours d'expérience. Alors, c'est vrai que de tête, c'est pas évident de faire ressortir quelque chose en particulier parce qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives qui sont bien pensées, puis il y a de plus en plus de projets locaux qui tiennent compte de cette dimension santé. Et souvent, ce sont quand la volonté politique prend cette direction, se concrétise sous cette forme-là, vis-à-vis de la santé, c'est quelque chose d'assez transversal. On voit des dispositions qui s'intéressent évidemment à la végétalisation, aux plantations, à l'aménagement, à la requalification de certains espaces, mais aussi aux questions d'agriculture urbaine, des jardins partagés, aux questions d'éducation à l'environnement, de médiation par l'environnement, de l'activité physique, par exemple, en lien avec des associations, de réfléchir à l'alimentation dans les cantines. Enfin, c'est un faisceau d'action, on va dire, assez global. Mais c'est quelque chose qui pourrait être une idée pour la suite. Aujourd'hui, c'est un webinaire assez formel sur des résultats d'études, mais la suite, effectivement, ça pourrait être de faire témoigner des élus, des responsables, des porteurs de projets pour donner à voir sur le terrain comment concrètement est-ce qu'on on met tout ça en œuvre. Voilà. Merci. Et c'est ce qu'on essaiera de faire dans la journée technique et en projet, dans l'idée d'avoir à chaque fois un temps de conférence en salle le matin et puis des visites de terrain l'après-midi qui peuvent illustrer le sujet. Je vois une autre question aussi qui me semble intéressante, Pierre Herry, qui nous demande dans les surfaces de nature en ville qui sont comptabilisées pour les bienfaits sur la santé, est-ce qu'on se limite aux parcs, squares et jardins publics ou est-ce qu'il faut prendre en compte les plantations qui accompagnent les voiries comme les arbres d'alignement, les massifs, les gazons en bordure de voirie? Ce que nous montrent les résultats scientifiques là, c'est que la relation entre nature et santé, elle suit une loi qu'on appelle dose-effet, c'est-à-dire que plus l'exposition à la nature est importante et plus les effets sont importants. Il y a certains écrits qui disent carrément chaque mètre carré compte.
Donc, il y a le végétal que l'on voit, parfois même au loin, qui compte. Il y a le végétal que l'on pratique, dont on s'approche, qu'on touche, avec lequel on interagit, qui compte aussi. Donc, chacune de ces interactions va avoir un poids différent, on va dire, dans les effets sur la santé. Mais chacune va être importante, et plus l'espace urbain sera végétalisé, et plus les effets observés de restauration intentionnelle, par exemple, de soulagement du stress ou de l'anxiété, vont être observés, sous réserve que on prête une attention à pas créer des espaces anxiogènes, on va dire, dans lesquels on ressente une insécurité, par exemple. Voilà. Merci. Je vois une question dans le chat. Donc en dehors du végétal, est-ce que le choix des paillages, autres matériaux, a un impact sur la santé? Enfin, est-ce que dans la synthèse, donc on parle de l'arbre et de l'eau, est-ce qu'il y a d'autres... Alors ça n'a pas été détaillé dans la synthèse, mais il y a peut-être plusieurs éléments qu'on pourrait prendre en compte. Après, là, je pars peut-être d'un petit peu plus loin, parce que ce n'est pas des choses qu'on a examinées en détail. Je ne vais peut-être pas parler directement des paillages, même si c'est un angle d'investigation en agriculture urbaine pour les jardins partagés, etc. Enfin, de quelle manière les matériaux qu'on apporte sur le sol vont se retrouver ensuite dans l'alimentation. Mais ça, c'est une question un petit peu à part, sur laquelle il existe des ressources. En termes de matériaux d'aménagement, on sait qu'il y a certains matériaux qui émettent des composés volatiles qui sont dangereux pour la santé. C'est plus travailler en ambiance intérieure qu'en ambiance extérieure. Donc ça, je n'ai pas trop d'infos sur comment ça se passe à l'extérieur en termes de pollution atmosphérique, par exemple. Après, là, sur la santé mentale et des questions d'accessibilité, on sait que le choix des matériaux peut avoir son importance en termes d'accueil des personnes à mobilité réduite, ou bien des personnes malvoyantes, par exemple. La texture, le fait que les matériaux soient liés ou fluides vont avoir un effet sur la praticabilité des surfaces. La couleur et le choix de matérialiser des bordures, par exemple, vont rendre les chemins plus ou moins lisibles pour les personnes malvoyantes. Ensuite, il y a la question aussi, là c'est quelque chose c'est une réflexion qui emprunte plutôt aux connaissances en orthithérapie, en jardin de soins. On sait que des personnes neuroatypiques ou avec des troubles du spectre autistique, par exemple, vont réagir de manière singulière aux aménagements. Et peuvent avoir des réactions singulières, je le disais, quant au rythme du paysage, aux couleurs, à la texture, par exemple. Donc, c'est des choses qui peuvent être prises en compte à certains endroits pour des espaces aussi inclusifs que possible. Mais là, du coup, on va plus dans la direction de ce qui a pu être démontré, mis en œuvre peut-être dans des jardins de soins que dans l'aménagement public au sens large, quoi. Merci. J'ai relevé une autre question dans le chat qui fait référence aux nuisibles qui accompagnent cette nature, rongeurs, moustiques. Est-ce que ça a été étudié? Enfin, est-ce qu'il y a eu une veille là-dessus?
Alors ça, c'est travaillé dans le champ de la santé-environnement. Ça n'a pas été particulièrement travaillé par l'équipe de Plantécité, mais on trouve des ressources là-dessus. De tête un petit peu, les ressources vont lister un petit peu quelles sont les espèces problématiques, qu'est-ce qui, dans l'environnement, favorise leur survenue. Par exemple, pour les moustiques, je crois qu'il faut une eau stagnante depuis plus de 2 ou 3 jours, par exemple, pour que les larves se développent. Donc, on préconise des pratiques, des intentions de gestion qui limitent ces eaux stagnantes-là. Et en termes d'aménagement, peut-être de pouvoir éviter les eaux stagnantes, ce qui est pas toujours compatible avec les aménagements de gestion d'accueil des eaux pluviales, par exemple, qui peuvent rester avec un petit peu d'eau stagnante résiduelle. Donc ça, c'est encore un axe de travail, effectivement, sur les nuisibles et surtout les vecteurs de maladies, hein, les moustiques, les tiques. Voilà, donc ça, c'est des angles qui restent à travailler encore un peu. Je vois une autre question juste en dessous. Est-ce que associer les habitants est intéressant pour compléter les bénéfices en santé des espaces de nature? Alors ça, oui, c'est vrai que la question de la médiation, comment est-ce qu'on accompagne les personnes dans l'espace public, qu'on incite à pratiquer des activités de groupe, des activités sportives en extérieur, ça va permettre de renforcer les liens d'attachement, les sentiments d'appartenance, et puis de limiter aussi l'isolement des personnes, qui est quelque chose de plus en plus problématique. Merci Pauline. Et dans le module questions-réponses, effectivement, il y a une question autour des pratiques, par exemple, de gestion des couverts enherbés pour la préservation de la biodiversité et de la faune. Donc, effectivement, je vous réinvite, quand vous avez des questions techniques comme ça, précises, à aller sur le site de Plantécité, à utiliser le moteur de recherche dans les ressources, parce qu'effectivement, il y a tout un tas de ressources. Enfin, là, sur les pratiques de tonte et de fauche, Pauline, justement, il y a une synthèse qui existe sur l'optimisation de ces pratiques. Alors, pas forcément dans un... Enfin, je vous laisserai aller découvrir le document. Donc, n'hésitez pas à consulter le centre de ressources et puis à revenir vers les collègues concernés par les sujets si vous avez des questions un peu plus précises. Il y a une question qui nous a été reposée à propos des plantes invasives, leur identification, leur destruction. Donc ça, c'est un petit peu en marge du sujet du jour. Donc, comme Ludovic le disait, il y a des ressources sur le site de Plantécité sur ce sujet. Je ne sais pas si, Ludovic, tu as les titres des dernières ressources en tête. Peut-être que le lien avec la santé là, et les plantes invasives, on peut signaler que finalement les foyers de plantes invasives et envahissantes peuvent être problématiques d'un point de vue paysager, équilibre des écosystèmes, et avoir une répercussion un peu indirecte, on pourrait dire, en termes de perception, en termes de santé. Par contre, en termes de santé environnementale, enfin de santé des écosystèmes, c'est un sujet important. Ouais. Je viens de partager dans le Slack une ressource effectivement sur les plantes envahissantes et les pratiques des gestionnaires d'espaces verts. Voilà, ça peut être une ressource qui peut répondre à certaines questions. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Plantécité. Je vois qu'il est 55. On se donne peut-être une dernière question, une dernière réaction, Pauline. Après, je vais donner quelques éléments d'information. Oui, on peut dire laquelle
quelle poursuite pour Plantécité sur ce thème nature et santé. Aujourd'hui, il y a pas de projet inscrit au plan d'action de Plantécité, mais des pistes en construction autour de 2 axes de travail qui sont d'une part de continuer à spécifier le lien entre nature et santé, donc un peu comme ce qui a été fait dans la thèse de Bastien, comprendre le lien entre structure du paysage et bienfaits en santé mentale, effets en santé mentale, puisqu'il n'y a pas que des bienfaits parfois. Et puis, donc, ce qui était fait dans la thèse de Bastien et ce qui était fait dans le recueil qui vous a été présenté aujourd'hui. On voit à la lumière de vos questions notamment qu'il y a certains points sur lesquels on pourrait souhaiter aller plus loin. Donc ça, c'est un axe de travail que Plantécité a bien identifié. Et puis, on a déjà contacté des partenaires potentiels pour travailler sur cette question. Un autre axe de travail, c'est celui des prescriptions de nature. Les prescriptions de nature, en fait, c'est le fait d'avoir, on pourrait dire, une ordonnance de la part d'un professionnel de santé pour aller réaliser une activité dans un espace vert, un espace de nature. Il s'agit ici de réaliser en quelque sorte le potentiel des espaces végétalisés urbains comme réelle infrastructure de santé et de faire le lien avec les professionnels de santé de manière à pouvoir rajouter cet outil-là à leur panel de solutions, de propositions, tant thérapeutiques, donc pour le soin, que en prévention. Des choses qui ont émergé il y a quelques années déjà dans le monde anglo-saxon et identifié comme un axe de développement intéressant en Europe, même par la Commission européenne qui finance des projets à ce sujet. Et sur lequel il y a encore assez peu d'expertise en France et une opportunité pour lancer des actions, des initiatives voilà, dans ce sens-là. Donc, on continue nos investigations, nos recherches de partenaires, nos prises de contact dans ces 2 directions, donc spécification des effets de la nature sur la santé et prescription de nature. Merci Pauline. Je vous propose qu'on clôture ce webinaire. Je vais vous donner quelques infos sur les prochains rendez-vous avec Plantécité avant que l'on se quitte. Donc, vous recevrez le lien vers l'enregistrement probablement en début de semaine prochaine. Vous pourrez reconsulter, recliquer sur les liens qu'on vous a présentés et consulter les ressources. Le prochain webinaire de Plantécité sera le 12 juillet sur le sujet donc, des paysages comestibles fruitiers dans la cité. Alors, c'est un webinaire qu'on fera en partenariat avec un collectif, les Amis du Potager du Roi, qui ont mené une consultation en 2021 dans le cadre d'un projet d'inscription au patrimoine immatériel universel de l'UNESCO des savoir-faire autour des formes fruitières palissées. Voilà, donc c'était un petit retour. On souhaitait qu'ils puissent faire part des observations qu'ils ont pu avoir sur cette question-là. Un autre rendez-vous, vous pouvez noter pour la rentrée de septembre. Donc, il y a le Salon du Végétal à Angers qui se tiendra du 13 au 15 septembre. Donc, il sera l'occasion pour Plantécité de revoir ses adhérents et puis les professionnels et d'échanger sur tout un tas de sujets. Et puis, une journée technique que vous pouvez noter également, donc végétal et planification urbaine, j'en ai parlé tout à l'heure, donc pour mettre en lumière des leviers d'action mobilisés par les collectivités. Et cette journée, donc, ce sera donc le 29 septembre à Nantes, donc organisée en partenariat avec la ville de Nantes, avec le partenariat de France Urbaine et de Valor, l'interprofession Valor. Voilà, donc ce qu'on peut vous dire pour les prochains rendez-vous. Et puis, Plantécité interviendra aussi dans différents événements durant l'été. Donc, merci beaucoup de votre participation, d'être resté jusqu'à la fin de ce webinaire. Donc, vous étiez une centaine de participants. Merci beaucoup pour votre fidélité.
Pauline, si vous avez des questions, pourra répondre plus précisément et vous aurez son mail dans le message. Et enfin, Pauline et moi, nous et toute l'équipe de Plantécité, on vous souhaite un bel été et on vous dit à bientôt sur les événements que j'ai pu vous citer ou ailleurs. Et merci beaucoup encore et très bonne journée à toutes et tous.